La dictature de Salazar. Le Portugal est un petit pays situé à l'ouest de la péninsule ibérique. Les invasions romaines, germaniques et maures ont marqué son histoire jusqu'au XIIe siècle, où le royaume portugais s'émancipe de la puissance espagnole pour se former. Les grandes découvertes marquent l'avènement du Portugal, montrant à l'ensemble de l'Europe une nouvelle puissance redoutable. Le Portugal est propulsé au rang de puissance économique, coloniale et commerciale mondiale. L'explorateur Vasco de Gama est l'une des figures les plus importantes de la navigation portugaise sur les mers. Suite aux guerres napoléoniennes, le pays connaît une forte période d'instabilité. La population portugaise s'épure de plus d'1 million de personnes suite à la crise économique des années 1880. On peut alors se demander comment et pourquoi la dictature de Salazar est-elle arrivée au pouvoir. La naissance de la République. Après une longue période d'incertitude politique, 50 gouvernements en 16 années, la monarchie constitutionnelle portugaise s'effondre en 1910, laissant place à la République. En effet, suite à la révolution du 5 octobre 1910, le Parti républicain portugais, PRP, fonde la République constitutionnelle portugaise, mettant ainsi un terme à une monarchie vieille de plus de 700 ans. La Constitution est instaurée dès 1911. La Première Guerre mondiale. Au début de la Première Guerre mondiale, le Portugal joue la carte de la neutralité. Ce n'est qu'en 1916 qu'il s'allie aux forces alliées suite aux attaques allemandes dans ses colonies africaines, notamment en Angola. Le Portugal s'engage donc aux côtés de la Triple Entente. Le gouvernement crée une union sacrée qui ne dure que jusqu'en 1917. Tous les différents partis politiques portugais, nationalistes, communistes comme libéraux, s'unissent pendant la guerre. Le 14 mai 1915, un coup d'État est organisé par Álvaro de Castro, ancien ministre de la Première République. Il renverse le régime et sa constitution, considérée comme bafouée et négligée par la République. L'objectif de cette révolte est principalement de forcer le gouvernement à participer à la guerre. Pimenta de Castro, général et meneur du coup d'État, instaure sa propre dictature qui ne dure que 4 mois. Il est renversé par Bernardino Machado, futur président de la République. La guerre est le traumatisme des pertes humaines que l'on estime à 10 000 Portugais contre les bataillons allemands en 1918 lors de la bataille de la Lys, enfonce le pays dans un déséquilibre politique et financier. En décembre 1917, le professeur Sidonio Pais, meneur d'un parti nationaliste républicain, dénonce la participation portugaise dans le conflit européen. Soutenu par la majorité de l'armée, il met en place une nouvelle dictature militaire. Cette dictature est qualifiée de Nouvelle République. Il est assassiné en décembre de la même année par un complot républicain. Une situation financière fragilisée par la crise économique d'après-guerre. Le constat est le même que dans la plupart des pays européens. La situation financière est catastrophique. Le pays frôle la banqueroute. La monnaie portugaise, l'escudo, est grandement dévalorisée lors de la crise économique de 1920. Les prix augmentent rapidement, accentuant la misère des peuples. Les capitaux fuient vers la France et l'Angleterre. Le retard industriel se ressent dans l'installation de chemins de fer. L'équipement est faible et ne couvre pas l'ensemble du territoire. L'industrie est inférieure à l'agriculture. Elle est plus considérée comme une forme d'artisanat qu'une industrie de masse. L'État effectue une succession d'emprunts aux banques françaises et anglaises afin de subvenir aux besoins du pays. La SDN décide de contrôler les finances du Portugal pour lui éviter une crise économique plus profonde encore. Une crise avant tout sociale. Malgré une croissance atteignant les 1%, le pays sombre dans une profonde crise. La crise est d'abord alimentaire. Une partie de la population, bien qu'à majorité agricole, souffre de sous-alimentation. Les principales productions agraires concernent le vin et les fruits. Les rendements sont très mauvais, les conditions climatiques ne favorisent pas l'exploitation des sols. La région est victime de sécheresses régulières. À l'époque des colonies en Amérique du Sud, le Portugal importait la majorité de ses céréales et autres biens de consommation. Le Brésil étant indépendant, l'autosuffisance n'est plus possible. L'État est réduit à acheter ses céréales au marché étranger, les prix du pain explosent. La majorité de la population est composée de paysans catholiques, très souvent attachés à la précédente monarchie catholique. Cette partie de la population voit d'un mauvais œil la séparation de l'Église et de l'État d'avril 1911 et ne s'attache pas à la République. L'implication dans la guerre est très mal vécue par la population, qui déplore les pertes humaines, jugées trop nombreuses dans un conflit qui ne concerne pas forcément la nation. Les ouvriers, bien que peu nombreux, sont restés très réfractaires à l'implication dans la guerre. Pendant la guerre, ils organisent une succession de grèves générales dans les grandes villes portugaises
Cette crise dure jusqu'en 1915, où la République, lassée, met en place des mesures sociales telles que la semaine de 6 jours. Suite à la nouvelle République de Sidonie-Pays, le pays est divisé entre la monarchie do Norte à Porto et la capitale Lisbonne à majorité républicaine. Cette monarchie, fondée dans l'illégalité, s'effondre en février 1920 lors d'une rapide guerre civile. Antonio José de Almeida devient président de la République portugaise. Le manque d'ordre est flagrant. De nouveaux groupes anarchistes se révoltent dans les grandes villes. Le 19 octobre 1921, lors de la Noite Sangrenta, une dizaine d'hommes politiques sont assassinés, montrant l'extrême fragilité politique du pays. Les années 1920 représentent une succession d'échecs politiques où les partis défilent à la tête de l'État. La dictature militaire de 1926. Cette période est marquée par une immense désillusion populaire. Le peuple, qui n'a jamais vraiment cru en la République, est forcé de constater son échec. À l'étranger, les régimes autoritaires se propagent en Europe, donnant de l'élan à de nouvelles aspirations politiques. Le 28 mai 1926, le général Gomes da Costa organise un coup d'État et impose une dictature militaire. Le président Mendes Cabeçadas est renversé. Gomes da Costa, très apprécié du public, impose sa marche sur Lisbonne, soutenue par l'armée. La République démissionne le 30 mai. Le 17 juin, Gomes da Costa s'octroie les pleins pouvoirs. Il est ensuite exilé aux Açores le 9 juillet après avoir été renversé par un coup d'État d'Oscar Carmona. L'objectif principal est de maintenir l'ordre et d'éviter d'autres scènes de violence. Afin de remettre l'économie sur pied, le gouvernement continue d'emprunter aux autres puissances étrangères, ce qui aggrave la situation. Les divisions dans l'armée se ressentent et opposent républicains, monarchistes et libéraux. Une première révolte a lieu du 3 au 9 février 1927. Des milliers de civils, militaires de la marine et de l'armée s'insurgent contre la dictature. Elle se solde par une centaine de morts et un exil politique pour les meneurs. Deux autres révoltes ont lieu en 1928 et 1932. Elles sont violemment réprimées par le gouvernement. Les conflits sont réguliers et obligent la dictature à devenir plus sévère. En 1928, l'état des finances ne s'améliorant pas, le gouvernement décide de faire appel à un professeur d'économie politique et sociale célèbre pour ses livres et articles économiques, Antonio Oliveira Salazar. Antonio Oliveira Salazar est un professeur d'économie politique à l'université de Coimbra, entre Porto et Lisbonne. Né en 1889, il est issu du milieu rural et conservateur. Il grandit bercé dans un ensemble d'idées catholiques et traditionnelles. C'est au séminaire qu'il prend la décision de devenir professeur à l'université. En 1919, on l'accuse de faire partie d'une organisation royaliste anti-républicaine. Après avoir nié toute implication, il s'engage dans la vie politique en 1921 et devient député du parti Centre catholique. Il décide néanmoins de retourner enseigner, n'appréciant pas les débats. Il est réputé pour être un homme très solitaire. Afin de remédier aux problèmes économiques, il cherche des solutions durables pour l'avenir de son pays. Implication dans la vie politique. En 1926, le gouvernement l'appelle pour prendre la responsabilité des finances. Il reste pendant 5 jours et finit par se retirer. Carmona l'autorise à prendre les commandes du budget en 1928. Il assigne les militaires au retrait et des professeurs d'université prennent place dans les différents ministères. Il impose un budget limité aux ministères, ce qui permet en une année de stabiliser le cours de la monnaie escudo et d'équilibrer l'économie. Les résultats sont positifs. Salazar devient populaire et gagne la confiance du peuple dès 1928. Il devient président du Conseil en 1932 à 39 ans. Il met fin à la dictature militaire avec la nouvelle constitution de 1933. Une nouvelle république autoritaire est née, l'Estado Novo, qui garde une forme républicaine avec le vote présidentiel. Entre 11 et 15% de la population a le droit de voter parmi un ensemble de critères. Carmona est nommé président de la République. 3 principes fondamentaux. La notion de patrie. Pour Salazar, la population entière doit être unie et représenter la vie politique. L'État est une organisation corporative. L'économie est gérée avec précaution, éliminant toute forme de corruption. Des coopératives, charités et hôpitaux sont créés. L'éducation des masses devient une priorité. Salazar fonde sa dictature sur 3 principes: la patrie, Dieu et la famille. La nation doit être unie pour être puissante. L'individualisme s'efface face au nationalisme. L'autorité permet d'encadrer la nation. Le parlementarisme est considéré comme néfaste à la République, car source de corruption et de conflits. Il qualifie sa politique de dictature raisonnable, différente des régimes nazis et fascistes. Le régime est catholique, mais la liberté de culte est autorisée. Soutenu par l'Église catholique, Salazar voit la foi comme primordiale au sein d'un régime.
Il estime que les républiques précédentes ont échoué par leur anticléricalisme. Dieu est considéré comme une source de pouvoir et d'autorité. Salazar se sert des croyances pour justifier son pouvoir et instaure une république de droit divin. Cependant, l'Église doit savoir rester à sa place spirituelle. En 1932, pour éviter certaines contestations, il dissout le Centre catholique. Le Concordat de 1940, signé au Vatican, donne de nouveaux pouvoirs à l'Église. En effet, l'éducation religieuse dans les écoles publiques est désormais remise aux mains de l'Église catholique. La famille est essentielle à l'organisation de la société. Le travail est primordial. L'État a pour devoir de fournir du travail et les chômeurs doivent effectuer des travaux d'intérêt général. L'homme travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, pendant que la femme reste à la maison et s'occupe de ses enfants pour qu'ils deviennent des citoyens exemplaires. Différents aspects autoritaires. La Constitution de 1933 renvoie des notions de base. Le président de la République est élu pour 7 ans par suffrage universel. Le président du Conseil a une certaine supériorité, il ne change jamais. L'Assemblée nationale n'est composée que de 90 députés et son pouvoir est faible. Certaines libertés fondamentales comme la liberté de presse et d'association sont fortement restreintes. En 1934, le droit de grève est supprimé. Salazar est vu comme le poète de l'action qui libère le pays de son endormissement. Un programme de censure est organisé. Les oppositions communistes et anti-salazaristes sont évincées. L'Union nationale est le seul parti officiellement reconnu à l'Assemblée. Cependant, lors des élections, seules les oppositions monarchistes et démocrates sont tolérées. Le PCP est considéré illégal, ainsi que toute forme d'anarchisme. Lors d'une manifestation contre le régime en 1935, l'opposition, principalement des syndicats, est violemment réprimée par l'armée. Les opposants au régime sont torturés et envoyés en prison. Situé au Cap-Vert, le camp de concentration de Tarrafal aurait accueilli environ 500 détenus pendant la dictature. En 1933, Salazar instaure une police politique nommée Police internationale de la défense de l'État, ou PIDE, similaire à la Gestapo nazie et au NKVD soviétique. Un tiers de la population portugaise est enregistrée dans les fichiers de la PIDE. L'encadrement et l'éducation des masses passent par des organisations paramilitaires dont les Mocidade Portuguesa. Ces jeunesses salazaristes créées en 1936 encadrent les enfants de 7 à 25 ans et les forment à devenir des citoyens, prêts à tout pour leur chef et leur pays. En 1938, les filles sont rattachées à l'organisation, qui devient obligatoire dans les colonies. La Légion portugaise est un corps volontaire paramilitaire formé à protéger le régime. Les valeurs politiques de Salazar sont transmises à l'école à l'aide de cartes mises en scène par le gouvernement. Les colonies portugaises au début des années 1920 se trouvent au Cap-Vert, en Angola, au Mozambique et en Guinée. L'acte colonial de 1930 justifie la colonisation toujours présente du Portugal en Angola. C'est une action civilisatrice, historique et essentielle. L'acte réglemente l'économie dans les colonies et impose une certaine forme d'industrialisation dans les sociétés. L'exposition coloniale de 1934 à Porto vise à intéresser les Portugais à leurs colonies. En conclusion, la dictature portugaise se termine le 25 avril 1974, 4 ans après la mort de Salazar. La révolution des œillets soulève le gouvernement et impose une véritable démocratie. La dictature de Salazar aura marqué les esprits. C'est aujourd'hui la dictature la plus longue que l'histoire européenne ait connue.